Le gâteau était un chef-d'œuvre, un château de princesse à 3 niveaux, avec des tourelles en glaçage rose et des fenêtres en sucre scintillant. Ma fille, Lily, le visage illuminé par la lueur de 7 bougies, prit une profonde inspiration et souffla. La pièce, remplie de ses petits amis et de la famille de mon mari, éclata en applaudissements. Je rayonnais, ressentant un rare et simple moment de joie. Ma belle-mère, Hélène, me tendit le couteau. Alors que je faisais la première entaille, le couteau heurta quelque chose de solide. Fronçant les sourcils, je creusai plus profondément et en sortis un petit rouleau emballé dans du plastique. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lily, les yeux écarquillés de curiosité. Elle déroula le minuscule morceau de papier. Le brouhaha festif de la pièce s'éteignit tandis qu'elle commençait à lire les mots à haute voix. « Chère Lily, lut-elle, sa douce voix claire et innocente. Ta maman est une menteuse. » Tout le monde se figea. Le silence était absolu, une chape de plomb froide et lourde, étouffant l'atmosphère joyeuse. Mon mari, Liam, me dévisageait, son visage un masque de confusion, mais je ne le regardais pas. Je regardais ma belle-sœur, Chloé, qui souriait. Un petit sourire en coin, triomphant, et à cet instant, j'ai su. La guerre que j'avais essayé d'éviter durant tout mon mariage venait d'être déclarée, et le premier coup de feu avait été tiré depuis l'intérieur d'un gâteau de princesse. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner, je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Ma relation avec la famille de mon mari, en particulier sa mère, Hélène, et sa sœur cadette, Chloé, avait toujours été un cours magistral d'agressivité passive, une danse délicate sur un sol jonché de coquilles d'œufs. J'ai été une étrangère dès l'instant où Liam m'a présentée. Je ne venais pas de leur petite ville fermée sur elle-même. Ma famille n'était pas de la vieille fortune, mais plutôt sans le sou. J'étais une boursière qui avait travaillé pour payer ses études universitaires, et à leurs yeux, cela faisait de moi une personne ambitieuse, un mot qu'ils utilisaient comme synonyme d'arriviste. Hélène était la matriarche, une femme qui maniait la politesse comme une arme. Ses compliments étaient toujours des épées à double tranchant, conçues pour vous laisser en sang, sans que vous ne sachiez jamais d'où venait la coupure. « Oh, Sophia, cette robe est si audacieuse », disait-elle, son regard balayant ma trouvaille de grand magasin avec un air de pitié. « C'est merveilleux que tu ne te soucies pas de ce que les autres pensent. » Chloé, en revanche, était l'enfant prodige, le soleil autour duquel tournait le planétarium familial. Elle était belle, charmante, et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Sa carrière était une série de passe-temps coûteux, financés par ses parents, une ligne de bijoux qui avait échoué, une brève incursion dans la poterie. Et maintenant, une passion pour la pâtisserie gastronomique. Elle était l'artiste, l'âme sensible, et j'étais la personne pratique et ennuyeuse qui équilibrait des feuilles de calcul pour gagner sa vie. Liam, mon mari, était le tampon, le pacificateur. Il aimait sa famille, mais il n'était pas aveugle à leurs défauts. Il voyait les pics subtils, les compliments déguisés, la façon dont ils essayaient constamment de me saper le moral. Il était mon plus fervent défenseur, mon partenaire dans tous les sens du terme. Il était la raison pour laquelle je tolérais les dîners dominicaux hebdomadaires, la litanie sans fin des derniers triomphes de Chloé et la condescendance mielleuse d'Hélène. Pendant des années, j'ai joué le rôle de la bonne belle-fille. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai apporté des bouteilles de vin parfaitement fraîches au dîner. J'ai absorbé les affronts et j'ai fait semblant de ne pas remarquer les pics. Je l'ai fait pour Liam, je l'ai fait pour la paix. Je me suis convaincue que c'était un petit prix à payer pour un mariage heureux. Mais le prix devenait de plus en plus élevé. Les petites coupures s'accumulaient, et je commençais à sentir le lent et constant épuisement de 1000 petites blessures. La paix que je maintenais était un cessez-le-feu unilatéral, et j'étais la seule à ne pas être armée. La période précédant la fête du 7e anniversaire de Lily fut une tempête parfaite de tensions familiales. Le thème, une fête de château de princesse, était le propre choix de Lily, et elle l'avait planifié pendant des mois avec l'attention méticuleuse aux détails que seule une enfant de 6 ans peut mobiliser. La liste des invités était un mélange de ses amis de l'école et de notre famille. J'avais voulu que ce soit un petit événement, une simple affaire dans le jardin avec des pizzas et des jeux. Mais Hélène n'a rien voulu entendre. « Ma chérie, un 7e anniversaire est une étape importante », avait-elle insisté, sa voix dégoulinant d'une fausse préoccupation. « Il faut que ce soit fait correctement. Nous ne pouvons pas laisser les petits amis de Lily penser que nous ne savons pas comment célébrer notre propre petite fille. » Fait correctement, bien sûr, était un code pour fête à la manière d'Hélène. Cela signifiait un déjeuner traiteur, des décorations extravagantes et une liste d'invités qui s'est étendue pour inclure des cousins éloignés et de vieux amis de la famille que je n'avais jamais rencontrés.
Chaque décision est devenue un champ de bataille. Je voulais engager un animateur local qui faisait des tours de magie. Hélène a insisté pour un quatuor à cordes car c'était plus raffiné. Je voulais servir des cupcakes. Hélène les a déclarés vulgaires et a insisté sur un gâteau à plusieurs étages. Et qui allait faire ce gâteau? Eh bien, Chloé, bien sûr. C'était l'occasion parfaite pour elle de montrer son talent. Chloé a suivi un cours de perfectionnement en travail du sucre, a annoncé Hélène au dîner du dimanche, comme si sa fille venait d'être acceptée en faculté de médecine. Elle a une idée divine pour un gâteau château de princesse. Ce sera son cadeau pour Lily. J'avais mes réserves. Les précédentes tentatives de pâtisserie de Chloé avaient été plus esthétiques que comestibles. Ses macarons étaient notoirement durs et ses cupcakes avaient souvent un étrange arrière-goût chimique. Mais refuser son offre aurait été une déclaration de guerre. Cela aurait été perçu comme un affront à l'art de Chloé, un rejet de sa générosité. Alors, j'ai souri et j'ai dit « Ça a l'air merveilleux. Lily va être si excitée. » Liam a vu l'expression sur mon visage. Plus tard ce soir-là, il a passé ses bras autour de moi. « Est-ce que ça te va ?» a-t-il demandé. « Le gâteau, ma mère qui prend tout en main ?» J'ai soupiré, m'appuyant contre lui. « C'est bon, dis-je, le mensonge ayant un goût de craie dans ma bouche. C'est juste pour une journée. C'est plus facile de les laisser faire à leur guise. »« Vraiment ?» demanda-t-il doucement. « Est-ce que c'est vraiment plus facile ?» La question est restée en suspens entre nous. La vérité, c'est que ce n'était pas plus facile. C'était juste une autre sorte de difficulté. C'était le dur labeur d'avaler mes propres opinions, de calmer constamment deux femmes adultes qui se comportaient comme des enfants gâtés, de me sentir comme une invitée à la fête de ma propre fille. Mais je le faisais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il y avait une autre façon de vivre. La semaine de la fête, ma maison est devenue le centre de commandement d'Hélène. Elle arrivait chaque matin, un tourbillon d'opinions et de conseils non sollicités. Elle a réarrangé mes meubles, critiqué mon choix de serviettes en papier et suggéré une liste de lectures différentes pour la fête. Chaque suggestion était livrée avec un doux sourire qui rendait toute argumentation impossible. « Oh, Sophia, ma chérie !» disait-elle en brandissant deux nuances différentes de serpentin rose. « Celui-ci est juste un peu plus sophistiqué, tu ne trouves pas ?» Chloé était une présence moins fréquente, mais plus perturbatrice. Elle entrait et sortait, les bras chargés de fournitures de pâtisserie coûteuses, traitant ma cuisine comme son studio personnel. Elle laissait une traînée de farine et de sucre en poudre dans son sillage, soupirant de façon dramatique sur la mauvaise qualité de mon four et le manque de lumière naturelle. Elle parlait du gâteau à voix basse et révérencieuse, comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art inestimable. L'intégrité structurelle des tourelles est primordiale, annonçait-elle à personne en particulier. J'utilise un chocolat belge pour la ganache qui coûte une fortune, mais c'est le seul qui ait la bonne viscosité. J'essayais de rester à l'écart, me retirant dans mon bureau à domicile pour travailler, le son de leurs murmures bas et conspirateurs étant une distraction constante. J'ai surpris des bribes de leur conversation, des phrases qui me hérissaient les poils sur les bras. Elle n'a aucun vrai sens du style, la pauvre. Liam mérite quelqu'un qui comprenne les standards de notre famille. Au moins, Lily nous a pour l'exposer à un peu de culture. Elle parlait de moi. Elle se tenait dans ma maison, mangeait ma nourriture et disséquait mes défauts perçus avec la précision de chirurgien. Et j'étais censée faire comme si je n'entendais pas. J'étais censée être reconnaissante de leur aide. Le stress était une fièvre constante et de bas grade. Je ne dormais pas bien. J'avais un nœud d'anxiété permanent dans l'estomac. Je me sentais comme une intruse dans ma propre maison, une étrangère dans ma propre vie. Liam voyait tout. Il rentrait du travail pour me trouver pâle et épuisée, et sa mâchoire se crispait d'une fureur silencieuse. Il a confronté sa mère à plusieurs reprises, sa voix basse et ferme. « Maman, tu dois prendre du recul. C'est la maison de Sophia. C'est la fête de Lily. Tu es une invitée. » La réaction d'Hélène était toujours la même. Ses yeux s'emplissaient de larmes, sa lèvre inférieure tremblait, et elle l'accusait d'être ingrat. « J'essaie seulement d'aider, » chuchotait-elle, la voix brisée. « Je veux juste que tout soit parfait pour ma petite fille. Je n'aurais jamais pensé que mon propre fils se retournerait contre moi comme ça. » C'était une performance magistrale, et ça marchait toujours. Liam finissait par s'excuser, et Hélène obtenait ce qu'elle voulait. Elle avait perfectionné l'art de faire passer son agression pour de la vulnérabilité. C'était une louve qui avait convaincu tout le monde qu'elle était un agneau blessé. Le jour de la fête arriva, un samedi ensoleillé et lumineux. Notre jardin avait été transformé en un pays des merveilles de princesses roses et violets, exactement comme Hélène l'avait imaginé. Le quatuor à cordes jouait une interprétation étonnamment agréable d'une chanson d'un film pour enfants populaire. Les traiteurs installaient un buffet de petits sandwichs élégants,
et de macarons aux couleurs pastel. Tout était très beau et me semblait complètement étranger. Lily était extatique, tourbillonnant dans sa robe de princesse, ses yeux brillants de pure joie. Son bonheur était la seule chose qui rendait toute cette mascarade supportable. Mes beaux-parents sont arrivés 1 heure en avance, Hélène dans une robe en lin impeccable et Chloé dans une robe bohème fluide qui semblait follement déplacée à une fête d'anniversaire d'enfant. Chloé portait le gâteau, le tenant en l'air comme une relique religieuse. C'était, je devais l'admettre, impressionnant. Un château à 3 niveaux, avec des tours, des drapeaux et une minuscule princesse en sucre filé qui ressemblait de manière frappante à Lily. « Oh, Chloé, c'est un chef-d'œuvre !» s'extasia Hélène en applaudissant. « Tu es une véritable artiste. » Chloé rayonna, se délectant des louanges. « Ce n'était rien, dit-elle avec un geste dédaigneux de la main, un geste qui se voulait humble mais qui ne criait que l'arrogance. La crème au beurre était un peu capricieuse, mais j'ai réussi à la dompter. Les invités commencèrent à arriver, un mélange de parents déconcertés de l'école de Lily et de la famille élargie de mon mari. Les parents de l'école semblaient légèrement intimidés par l'ampleur de l'événement, leurs cadeaux simples et emballés de couleurs vives, semblant déplacés à côté de la montagne de cadeaux coûteux de mes beaux-parents. J'ai essayé de faire en sorte que tout le monde se sente le bienvenu, passant d'une conversation à l'autre, offrant des boissons et faisant la conversation. Mais je ressentais un étrange sentiment de détachement, comme si j'observais la fête de très loin. Ce n'était pas ma fête, c'était la fête d'Hélène, c'était la fête de Chloé. J'étais juste l'hôtesse, la figure de proue souriante et accommodante. Liam est resté près de moi, sa main une présence constante et rassurante dans le creux de mon dos. Il pouvait voir la tension sur mon visage, la gaieté forcée de mon sourire. « Plus que quelques heures » murmura-t-il à mon oreille. « Et puis nous pourrons avoir notre vraie fête, avec pizza et film, juste nous 3. » Je me suis penchée contre lui, reconnaissante de sa solidarité. Il était mon ancre dans cette mer de folie aux couleurs pastel. La fête s'est déroulée sans accroc, une machine bien huilée fabriquée par Hélène. Les enfants jouaient à des jeux, les adultes avaient des conversations polies, et le quatuor à cordes continuait de jouer. Tout était très civilisé, très contrôlé, et complètement dépourvu de l'énergie chaotique et joyeuse d'une fête d'enfants typique. Cela ressemblait moins à une célébration qu'à une performance, une production soigneusement mise en scène conçue pour mettre en valeur le bon goût et le statut social de la famille. Et je commençais à réaliser que j'étais la seule à qui on n'avait pas donné de script. Le moment de la découpe du gâteau arriva. Tous les enfants se rassemblèrent autour de la table, leurs visages illuminés d'anticipation. Hélène orchestra la scène, positionnant Lily au centre, s'assurant que l'éclairage était parfait pour les photos. « Maintenant, tout le monde, chantons !» ordonna-t-elle, et les invités se lancèrent dans une interprétation légèrement décousue de « Joyeux anniversaire ». Lily, rayonnante, souffla les 7 bougies roses d'un seul coup. Les applaudissements furent enthousiastes. « C'est l'heure du gâteau !» cria l'un des enfants, suivi d'un chœur de cris excités. Hélène me tendit un grand couteau en argent orné. « Tiens, Sophia, ma chère, » dit-elle, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Fais les honneurs !» Je pris le couteau, son poids inhabituel dans ma main. Je regardais le gâteau, la création parfaite et sucrée de Chloé. Il me semblait mal de le couper, de détruire quelque chose qui avait été la source de tant de drames et d'efforts. Mais Lily me regardait, ses yeux suppliants. « Maman, je veux une tourelle, » dit-elle. Je lui souris. Un vrai sourire cette fois. « Une tourelle, ce sera, » dis-je. Je positionnai le couteau sur l'une des tours roses. En appuyant, je sentis une étrange résistance. Le couteau heurta quelque chose de dur, quelque chose qui n'était pas du gâteau. Je fronçai les sourcils, poussant plus fort. Il y eut un léger craquement, et je retirai le couteau. Encastré dans la part de gâteau se trouvait un petit objet cylindrique, enveloppé dans du plastique transparent. « Qu'est-ce que c'est » demanda Liam, se penchant pour regarder de plus près. J'extirpai soigneusement l'objet du gâteau. C'était un minuscule rouleau de papier, noué avec un fin ruban rose. « On dirait un message, » dis-je, ma voix un peu tremblante. Un murmure parcourut la foule. Cela faisait clairement partie du spectacle, une autre des touches élaborées d'Hélène et Chloé. « Quelle bonne idée !» s'extasia ma tante par alliance. « Une bouteille à la mer ? Ou dans un gâteau ?» Les yeux de Lily étaient grands d'excitation. « Je peux le lire, maman, s'il te plaît ?» Avant que je puisse répondre, Chloé s'avança, un sourire suffisant et satisfait sur le visage. « Bien sûr, ma chérie, » dit-elle à Lily. « C'est un message d'anniversaire spécial, rien que pour toi. » Elle me fit un clin d'œil, un geste qui se voulait amical, mais qui semblait vif et malveillant.
Un nœud de terreur glaciale se forma dans mon estomac. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une faveur de fête astucieuse. C'était tout autre chose. Je regardais, le cœur battant, Lily défaire soigneusement le ruban et dérouler le petit morceau de papier. Le brouhaha festif de la pièce s'éteignit alors que tout le monde se penchait, impatient d'entendre le message spécial. Lily, nouvelle lectrice confiante, leva le papier et commença à lire de sa voix douce et claire. Et avec 6 mots simples, mon monde soigneusement construit de sourires polis et de vérités ravalées s'effondra autour de moi. « Chère Lily, commença-t-elle, le front plissé de concentration. « Ta maman est une menteuse. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, tranchants et scintillants comme des éclats de verre. Pendant un instant, personne ne bougea. C'était comme si le monde avait cessé de tourner. Les enfants semblaient confus, leur énergie joyeuse et sucrée instantanément éteinte. Les adultes fixaient, leurs sourires polis figés sur leur visage. Le silence était absolu, un vide qui aspira tout l'air de la pièce. Puis, lentement, tous les yeux se tournèrent vers moi. Je restais là, le couteau en argent toujours à la main, mon visage brûlant d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil de l'après-midi. Je me sentais nue, exposée, comme si j'avais été déshabillée devant une foule d'étrangers. Mon esprit était un tourbillon chaotique d'incrédulité et d'une certitude horrible et naissante. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une blague. C'était un acte de cruauté délibéré et calculé, délivré avec la précision du scalpel d'un chirurgien. Mon regard se posa brusquement sur Chloé. Elle se tenait près de la table des desserts, une image d'innocence dans sa robe fluide. Mais elle avait oublié de maîtriser ses traits. Un petit sourire triomphant jouait sur ses lèvres, et ses yeux brillaient d'une jubilation malveillante. Elle appréciait cela. Elle avait planifié cela. C'était son chef-d'œuvre, non pas le gâteau, mais ce moment de mon humiliation totale et complète. À côté d'elle, Hélène avait l'air choquée, sa main volant vers sa poitrine dans un geste de pur mélodrame. Mais je vis la lueur de quelque chose d'autre dans ses yeux, un éclair de satisfaction qu'elle dissimula rapidement. Elle était co-conspiratrice, complice de l'assassinat moral de sa fille. Liam fut le premier à réagir. Il se plaça à mes côtés, son corps un bouclier solide et protecteur. Il prit le couteau de mes doigts inertes et le posa sur la table. Il passa son bras autour de moi, sa prise ferme et rassurante. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse, ses yeux fixés sur sa sœur. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Chloé ?» Le sourire en coin de Chloé disparut, remplacé par un regard d'innocence écarquillé. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « J'ai juste fait le gâteau, je n'ai rien mis à l'intérieur. » C'était un mensonge pathétique et transparent, et tout le monde le savait. L'atmosphère dans la pièce était passée d'un silence choqué à un murmure bas et coléreux. La fête était finie. La façade soigneusement construite d'une vie de famille heureuse avait été réduite en miettes. Et dans les décombres, je me tenais, non pas avec la honte et l'humiliation qu'elles avaient prévues, mais avec une rage froide et claire qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti auparavant. La paix que j'avais travaillé si dur à maintenir était une fiction. La famille dont j'avais tant essayé de faire partie était un nid de vipères, et j'avais finalement, enfin, été mordue. Le chaos éclata. Les parents des amis de Lily, sentant un niveau de drame adulte dont ils ne voulaient aucune part, commencèrent à rassembler leurs enfants, trouvant des excuses précipitées et maladroites. « Tellement désolés, nous devons filer. Une autre fête nous attend. » C'était une belle fête, Sophia, vraiment. Leurs yeux étaient remplis d'un mélange de pitié et de curiosité morbide. Ils fuyaient un navire en train de couler, et je ne pouvais pas leur en vouloir. Ma propre belle famille élargie était dans un état de confusion agitée, chuchotant entre eux, jetant des regards furtifs sur moi, sur Chloé, sur Hélène. Ils étaient comme une volée d'oiseaux, effarouchés par un bruit fort, ne sachant pas de quel côté s'envoler. Hélène, toujours l'actrice, éclata en sanglots. « Je ne peux pas croire que cela arrive » se lamenta-t-elle, tamponnant ses yeux secs avec une serviette en lin. « Le jour spécial de ma petite fille, qui ferait une chose aussi terrible ?» Elle regarda autour de la pièce, son regard se posant sur moi avec une profonde suspicion, comme pour suggérer que moi, la victime, j'étais en quelque sorte l'auteur du crime. C'était une technique classique de détournement cognitif, conçue pour dévier, pour semer la confusion, pour rejeter la faute. Mais ça ne marchait pas cette fois. Liam était un roc. Il ignora les simagrées de sa mère et garda son attention fixée sur sa sœur. « Chloé, je vais te le demander une dernière fois, » dit-il, sa voix dangereusement calme. « As-tu mis ce mot dans le gâteau ?» Chloé, acculée, eut recours au mécanisme de défense ultime de la famille, la victimisation. « Pourquoi m'attaques-tu » cria-t-elle, sa voix montant jusqu'à un ton strident.
J'ai travaillé des jours sur ce gâteau. J'ai mis tout mon cœur et toute mon âme pour Lily. Et c'est comme ça qu'on me remercie? Tu prends toujours son parti. Tu ne me crois jamais. » Elle pointa un doigt tremblant vers moi. « C'est elle que tu devrais interroger. C'est elle, la menteuse. Elle essaye de te monter contre nous depuis le jour où elle t'a rencontré. » L'accusation était si audacieuse, si complètement déconnectée de la réalité, qu'elle eut l'effet inverse de celui escompté. Elle ne me fit pas paraître coupable. Elle la fit paraître déséquilibrée. Je regardais ma fille, Lily. Elle se tenait près de la table, son petit visage pâle et confus, le mot froissé toujours serré dans sa main. La joie lui avait été volée, son jour spécial ruiné par les jeux mesquins et cruels des adultes qui étaient censés la protéger. Et c'est à ce moment-là que la rage en moi se solidifia en quelque chose de dur et de tranchant. Il ne s'agissait plus de moi. Il ne s'agissait plus de mes sentiments blessés ou de mon humiliation publique. Il s'agissait de mon enfant. Elles avaient utilisé ma fille comme une arme dans leur guerre tordue contre moi. Et c'était une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Je me suis approchée de Lily et me suis agenouillée devant elle. Je lui ai doucement pris le mot de la main et l'ai glissé dans ma poche. Je l'ai regardé dans ses grands yeux inquiets. « Mon cœur, » dis-je, ma voix douce mais ferme. « Je suis tellement désolée. Certaines personnes font des choses très bêtes et méchantes quand elles sont malheureuses. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Et ça n'a rien à voir avec la vérité. D'accord ?» Elle hocha la tête, sa lèvre inférieure tremblante. Je la serrai fort dans mes bras, la protégeant des retombées toxiques qui tourbillonnaient encore autour de nous. Quand je me suis relevée, je n'étais plus la Sophia souriante et accommodante. J'étais une mère, et j'en avais fini de me taire. Je me suis retournée pour faire face à la pièce, mon bras toujours enroulé de manière protectrice autour des épaules de Lily. Les invités restants, principalement de la famille, se turent, leur attention fixée sur moi. J'ai croisé le visage strié de larmes d'Hélène, le regard indigné de Chloé, et les expressions confuses et anxieuses de mes divers oncles et tantes par alliance. Pendant des années, j'avais été silencieuse lors de ces réunions de famille, une observatrice passive de ma propre vie. Ce silence était maintenant terminé. « Je pense qu'il est temps que tout le monde parte, » dis-je, ma voix claire et froide. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Hélène haleta, se serrant la poitrine. « Sophia, tu ne peux pas être sérieuse. Nous sommes ta famille. » « Ma famille ?» répétai-je, le mot ayant un goût de poison dans ma bouche, n'essaierait pas de ruiner la fête du 7e anniversaire de ma fille avec une farce cruelle et malveillante. Ma famille n'utiliserait pas un enfant pour mener ces guerres mesquines et pathétiques. Je regardais directement Chloé, les yeux plissés. « Tu veux savoir quel est le mensonge, Chloé ? Le mensonge, c'est cette famille heureuse et parfaite que vous prétendez tous être. Le mensonge, ce sont les faux sourires et les compliments déguisés, et le ressentiment constant et bouillonnant que vous essayez de faire passer pour de l'amour. Le mensonge, c'est que tu es une artiste talentueuse, et non pas juste une femme gâtée et privilégiée qui n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit dans sa vie. » Le visage de Chloé devint blanc de fureur. « Comment oses-tu » hurla-t-elle. « Vous voyez » dit-elle en se tournant vers l'assemblée. « Vous voyez comment elle est ? Voilà ce que je dois supporter. Voilà la vraie Sophia. »« Oui, dis-je, ma voix résonnant d'une conviction qui me surprit même moi. « Oui, c'est ça. La vraie Sophia en a fini. Elle en a fini d'être votre punching ball. Elle en a fini de prétendre que votre condescendance est de l'inquiétude. Elle en a fini de financer vos entreprises ratées avec l'argent pour lequel elle et Liam travaillent dur. Cette dernière partie était un coup au hasard, mais je vis à la lueur de panique dans ses yeux qu'elle avait fait mouche. Et surtout, continuai-je, ma voix baissant à un murmure bas et intense, elle en a fini de vous laisser faire du mal à son enfant. Vous pouvez m'attaquer autant que vous voulez. Mais vous n'utiliserez plus jamais, jamais, ma fille comme un pion dans vos jeux. Sommes-nous clairs ?» Le silence qui suivit était épais d'une nouvelle sorte de tension. La dynamique du pouvoir avait changé, irrévocablement. Je n'étais plus l'étrangère, la suppliante, celle qui désirait désespérément leur approbation. J'étais celle qui contrôlait. J'étais celle qui fixait les conditions. Et la première condition était qu'ils n'étaient plus les bienvenus chez moi. « Maintenant, » dis-je, ma voix retrouvant son volume normal. « Dehors. » Personne ne bougea. Ils étaient tous figés, abasourdis par la force pure de ma transformation. Ils n'avaient jamais vu cette version de moi auparavant. Ils ne savaient pas comment réagir. Ce fut Liam qui rompit le charme. Il s'avança et ouvrit la porte arrière qui menait à l'allée. « Vous avez entendu ma femme, » dit-il, sa voix calme mais inflexible. « La fête est finie. » Il regarda sa mère, son expression un mélange de déception et de dégoût. Maman rentre à la maison. Hélène, pour la première fois depuis que je la connaissais, parut complètement défaite.
Ses larmes étaient réelles maintenant, des larmes de choc et d'orgueil blessé. Elle avait perdu le contrôle du récit, de son fils, de toute la situation. Elle trébucha vers la porte, soutenue par mon beau-père, qui avait l'air gris et diminué. Chloé fut la dernière à partir. Elle passa devant moi, la tête haute, son visage un masque de haine pure. « Tu le regretteras, Sophia, » siffla-t-elle, sa voix basse et venimeuse. « Tu viens de faire une très grosse erreur. »« Non, Chloé, » répondis-je, ma voix tout aussi calme. « L'erreur était la tienne. Tu pensais que j'étais faible. Tu pensais que j'allais rester là et encaisser. Tu m'as sous-estimé. Et tu as sous-estimé mon mari. C'était ton erreur. » Elle me fixa un long moment, puis se tourna et sortit, claquant la porte derrière elle. Le silence qui s'abattit sur notre jardin fut un soulagement béni. Il ne restait plus que nous trois, moi, Liam et Lily, debout au milieu des débris d'une fête gâchée. Les belles décorations semblaient maintenant criardes et tristes. Le quatuor à cordes avait depuis longtemps remballé et était parti. Le gâteau à moitié mangé trônait sur la table, un monument à la cruauté de ma belle-sœur. Lily, qui avait observé tout l'échange avec de grands yeux silencieux, parla enfin. « Tati Chloé est fâchée contre moi ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Je m'agenouillai et la serrai de nouveau dans mes bras, le cœur serré pour elle. « Non, mon cœur, » dis-je en lui caressant les cheveux. « Elle n'est pas fâchée contre toi, elle est fâchée contre moi. Et ce n'est pas grave. Parfois, les adultes se fâchent quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. » Liam s'agenouilla à côté de nous, nous enlaçant tous les deux. « Ta maman est la personne la plus forte que je connaisse, » dit-il à Lily, ses yeux rencontrant les miens par-dessus sa tête. « Et elle dit la vérité. Ce n'est pas une menteuse. N'oublie jamais ça. » À cet instant, entouré par les débris de mon ancienne vie, je ressentis une clarté et un but que je n'avais jamais connu. La guerre n'était pas finie, je le savais. Ce n'était que la première bataille. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur. J'avais ma famille, ma vraie famille, à mes côtés. Et j'avais la vérité. Et j'étais enfin prête à me battre. Les jours qui suivirent la désastreuse fête d'anniversaire furent une étrange combinaison de silence radio et d'escalade de guerre psychologique. Mes beaux-parents, comme prévu, n'appelèrent pas pour s'excuser. Au lieu de cela, ils lancèrent une campagne secrète pour me dépeindre comme la méchante, la femme hystérique et déséquilibrée, qui avait gâché la fête de sa propre fille par une crise de paranoïa sauvage. La première salve vint de ma tante par alliance, Brenda, une femme dont le principal trait de personnalité était l'absence de personnalité propre. Elle était l'écho d'Hélène, son fidèle soldat. Elle m'appela quelques jours après la fête, sa voix suintant d'une sollicitude mielleuse et fausse. « Sophia, ma chère, commença-t-elle, je t'appelais juste pour savoir comment tu allais. Nous étions tous si inquiets pour toi samedi. Tu semblais si... à bout de nerfs. » Je refusais de mordre à l'hameçon. « Je vais bien, Brenda, dis-je, ma voix froide et égale. J'étais juste déçue que Chloé et Helen aient choisi de se comporter de manière si abominable. » Brenda fit claquer sa langue. « Allons, Sophia, je suis sûre que ce n'était qu'un malentendu. Une mauvaise blague qui a mal tourné. Chloé se sent terriblement mal à ce sujet. Et ta belle-mère est tout simplement dévastée. Elle a dit qu'elle ne t'avait jamais vue aussi en colère. Ça ne te ressemblait pas du tout. Tu as raison, dis-je. Ce n'était pas moi. L'ancienne moi aurait souri et fait comme si de rien n'était. La nouvelle moi n'a pas de temps à perdre avec ce genre de bêtises. » Je pouvais l'entendre bafouiller à l'autre bout du fil alors que je terminais poliment l'appel. L'attaque suivante fut plus insidieuse. Quelques-unes des mères de l'école de Lily, celles qui étaient à la fête, m'appelèrent avec des histoires similaires. Elles avaient toutes reçu un long email décousu d'Hélène. L'email, qu'elles me résumèrent maladroitement, était un chef-d'œuvre de manipulation. Il parlait de son amour profond pour sa petite fille, de son chagrin face à l'incident malheureux de la fête et de son inquiétude pour mon état émotionnel fragile. Il insinuait subtilement que j'étais instable, que j'avais surréagi à une farce inoffensive et que j'essayais d'aliéner Liam de sa famille aimante et solidaire. C'était une campagne de diffamation, conçue pour m'isoler, pour me discréditer, pour me faire passer pour la folle. Quelques années plus tôt, cela aurait fonctionné. J'aurais été consumée par l'anxiété, par le besoin de me défendre, d'expliquer ma version des faits. Mais maintenant, quelque chose avait changé en moi. Leur jeu semblait si transparent, si pathétique. Leur tentative de contrôler le récit était maladroite et désespérée. Elle perdait, et elle le savait. Liam fut mon roc à travers tout cela. Il lut l'email que sa mère avait envoyé, son visage s'assombrissant à chaque mot. Il appela sa tante Brenda et lui dit, en termes très clairs, d'arrêter de harceler sa femme. Ils formaient un front uni, un mur de soutien indéfectible. Et cela fit toute la différence. Un soir, alors que nous rangions après le dîner, il se tourna vers moi, son expression sérieuse. «
J'ai réfléchi, dit-il. À propos de Chloé, à propos de l'argent. Je le regardais, mon cœur manquant un battement. Qu'y a-t-il à ce sujet? Tu as dit quelque chose à la fête, dit-il, sur le financement de ces entreprises. Tu devinais, n'est-ce pas? Je hochai la tête. C'était un coup de chance. Peu, être pas si chanceux que ça, dit-il, ses yeux troublés. Je pense que nous devons jeter un œil à nos finances, un œil très attentif. Cette nuit-là, après que Lily fut endormie, Liam et moi nous sommes assis à la table de notre salle à manger avec nos ordinateurs portables. L'air était chargé d'une tension nerveuse et électrique. Nous avions toujours fait équipe pour nos finances, de manière ouverte et transparente. Nous avions un compte joint pour les dépenses du ménage et nos propres comptes d'épargne séparés. Nous avions toujours supposé un niveau de confiance mutuelle qui semblait maintenant dangereusement naïf. Nous avons commencé par le compte joint. Pendant des heures, nous avons parcouru des années de relevés, ligne par ligne. Au début, tout semblait normal. Paiements hypothécaires, factures de services publics, frais d'épicerie. Mais ensuite, Liam a pointé du doigt un prélèvement récurrent, un virement de plusieurs centaines de dollars chaque mois vers un compte que je ne reconnaissais pas. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, la voix tendue. Les virements étaient intitulés « Remboursement de prêt ». Ils avaient lieu depuis plus de 3 ans. Je fixais l'écran, un sentiment froid et nauseux se propageant dans mon estomac. Je n'avais jamais vu ça avant. Je ne les avais jamais autorisés. Le visage de Liam était pâle. Il cliqua sur les détails du compte. Le compte appartenait à Chloé. Le remboursement de prêt n'était pas un remboursement, c'était un paiement. Nous payions pour un prêt qu'elle avait contracté. Mais le pire restait à venir. Nous avons commencé à fouiller dans nos relevés de cartes de crédit, ceux liés au compte joint. Et là, ils étaient. Une constellation de frais de boutique haut de gamme, de restaurants chers et de sites web de spa de luxe. Des frais que je n'avais jamais faits. Des frais qui correspondaient aux dates où Chloé s'était vantée d'une nouvelle robe, d'un repas fabuleux, d'une journée de spa relaxante. Elle utilisait notre compte comme sa caisse noire personnelle. Mais le coup de grâce final et dévastateur est venu lorsque nous avons examiné notre ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Nous en avions contracté une il y a quelques années pour une rénovation de cuisine, et nous y avions à peine touché depuis. Du moins, c'est ce que je pensais. Le relevé montrait une série de retraits d'espèces importants au cours des 2 dernières années, totalisant près de 50 000 dollars. Chaque retrait correspondait à un moment où Chloé avait soi-disant eu besoin d'une grosse somme d'argent pour l'une de ses entreprises commerciales. L'acompte sur son studio de poterie, l'achat d'un four de qualité professionnelle, le voyage en Belgique pour étudier avec un maître chocolatier. Mon esprit vacilla. L'ampleur de la tromperie était à couper le souffle. Il ne s'agissait pas seulement de quelques centaines de dollars par-ci par-là. C'était une agression financière systématique et à long terme. Elle nous avait saigné à blanc pendant des années, tout en nous souriant au visage, tout en me traitant d'arriviste et d'ambitieuse. Le mot dans le gâteau n'était pas le début. C'était l'aboutissement. C'était le tour d'honneur d'une arnaqueuse qui était devenue si arrogante, si sûre de sa propre intelligence, qu'elle n'avait pu résister à l'envie de frotter le nez de sa victime dedans. Elle m'avait traitée de menteuse. L'ironie était si profonde, si écœurante, qu'elle me fit presque rire. Le silence dans la pièce n'était rompu que par le son de ma propre respiration haletante. Je ressentis une étrange sensation de vertige, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. La trahison financière était stupéfiante, mais c'est la trahison émotionnelle qui me blessa le plus profondément. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de confiance. Il s'agissait de la croyance fondamentale que les personnes qui prétendaient vous aimer ne chercheraient pas activement à vous détruire. Les critiques constantes d'Hélène, sa manière subtile de me saper le moral, ses tentatives de me dépeindre comme instable, tout cela prenait un sens horrible maintenant. Ce n'était pas seulement de la jalousie mesquine. C'était une stratégie calculée pour me maintenir en déséquilibre, pour me faire douter de mes propres perceptions, pour s'assurer que si jamais je découvrais la vérité, personne ne me croirait. Elle n'était pas seulement une complice, elle était l'architecte de toute la tromperie. Elle avait fourni la couverture émotionnelle pour les crimes financiers de sa fille. Liam avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Son visage était cendré, son expression un mélange d'incrédulité et d'une terrible rage naissante. C'était sa famille, sa mère, sa sœur. Les 2 femmes qu'il avait passé toute sa vie à aimer et à protéger. Et elle l'avait trahi de la manière la plus profonde qui soit. « Comment ?» murmura-t-il, la voix rauque. « Comment ont-elles fait ça sans que nous le sachions ?» Nous avons reconstitué les pièces, le puzzle hideux de leur tromperie, les relevés dématérialisés envoyés à une adresse e-mail que je ne reconnaissais pas.
La façon dont Hélène proposait toujours d'aider avec le courrier quand elle venait, interceptant probablement tout relevé bancaire ou offre de carte de crédit égarée. Les petits mensonges apparemment innocents qui semblaient maintenant sinistres avec le recul. C'était un complot, une arnaque de longue haleine, et nous en avions été les victimes involontaires. La colère est venue lentement au début, une chaleur basse et frémissante. Mais à mesure que toute l'étendue de leur trahison s'installait, elle s'est transformée en un brasier incandescent. J'ai pensé à toutes les choses auxquelles nous avions renoncé, les vacances que nous n'avions pas prises, les réparations de la maison que nous avions reportées, les économies que nous avions eu du mal à constituer. Nous avions mené une vie de frugalité prudente et responsable, pendant que ma belle-sœur menait une vie de luxe à nos frais. J'ai pensé à Lily. J'ai pensé à l'avenir que nous essayions de construire pour elle. Un avenir qui avait été systématiquement pillé par sa propre tante et sa grand-mère. La rage froide et dure que j'avais ressentie à la fête est revenue, mais cette fois, elle était différente. Ce n'était pas la colère chaude et explosive d'une confrontation momentanée. C'était une fureur profonde, froide et calculatrice. Ce n'était pas un conflit familial, c'était un crime, et elle n'allait pas s'en tirer comme ça. « Qu'est-ce qu'on fait » demandai-je à Liam, ma voix maintenant ferme, mon esprit clair. Il me regarda, ses yeux remplis d'une détermination sinistre que je n'avais jamais vue auparavant. On appelle la banque et on gèle tout. Ensuite, on appelle un avocat, et ensuite, on appelle la police. Le lendemain matin, nous avons commencé le processus de démantèlement de nos vies pour les reconstruire sur une base de vérité. C'était une tâche sombre et méthodique. Nous avons passé des heures au téléphone avec les services de lutte contre la fraude, nos voix plates et sans émotion alors que nous répétions la même histoire encore et encore. J'appelle pour signaler une série de transactions non autorisées. Je m'appelle Sophia Myers. Mon mari est Liam Myers. L'auteur est ma belle-sœur, Chloé Myers. À chaque appel, un morceau de l'épave financière était dégagé. Les comptes étaient gelés, les cartes de crédit étaient annulées, des enquêtes s'étaient ouvertes. C'était une petite victoire bureaucratique, mais elle semblait capitale. C'était le premier pas pour reprendre le contrôle. Nous avons rencontré une avocate, une femme vive et pragmatique spécialisée dans la fraude financière. Nous lui avons exposé toute l'histoire, de la manipulation émotionnelle subtile au vol flagrant. Nous lui avons montré les relevés bancaires, les factures de cartes de crédit, les retraits sur la ligne de crédit domiciliaire. Elle a écouté patiemment, son expression devenant de plus en plus sombre. Quand nous avons eu fini, elle nous a regardés, les yeux remplis d'un mélange de sympathie et d'indignation professionnelle. « C'est l'un des cas les plus flagrants de fraude familiale que j'ai jamais vu », a-t-elle dit. « Ce n'est pas seulement une affaire civile, c'est criminel. Vous avez tout à fait le droit de porter plainte. » Les mots sont restés en suspens dans l'air, à la fois terrifiants et validants. Porter plainte, contre notre propre famille. C'était une ligne que nous n'avions jamais imaginé franchir. Cela signifiait transformer une trahison privée en un dossier public. Cela signifiait la destruction complète et totale de ce qui restait de notre famille. Mais que restait-il? Une coquille vide, une façade d'amour et de loyauté qui dissimulait un noyau pourri de cupidité et de tromperie. La famille que nous pensions avoir n'existait pas. C'était une fiction, et nous avions vécu dedans depuis bien trop longtemps. Liam, qui avait toujours été le pacificateur, celui qui essayait d'arranger les choses, était résolu. La trahison avait sectionné quelque chose de profond en lui. Le fils qui avait aimé sa mère et sa sœur avait disparu, remplacé par un homme qui avait été poussé trop loin. « Nous portons plainte, » dit-il, la voix ferme. « Je veux qu'elle rende des comptes. Pour tout. » Cet après-midi-là, nous sommes entrés dans notre poste de police locale. L'environnement stérile et impersonnel semblait à des années-lumière du cauchemar aux couleurs pastel de la fête de Lily. Nous nous sommes assis avec un détective, un homme à l'air fatigué mais aux yeux bienveillants, et nous lui avons raconté notre histoire. Nous lui avons donné les copies des relevés financiers, la chronologie de la fraude, les noms des auteurs. Il a écouté patiemment, prenant des notes, son expression indéchiffrable. Quand nous avons eu fini, il nous a regardés, son regard s'attardant sur Liam. « C'est une chose difficile, » dit-il doucement, « quand les méchants sont de votre propre sang. » Il avait raison. C'était une chose difficile, mais c'était aussi une chose nécessaire. En sortant du poste de police, le soleil commençait à se coucher. Je ressentis une étrange sensation de légèreté, comme si un grand poids avait été enlevé de mes épaules. Le chemin à parcourir allait être long et difficile. Il y aurait une bataille juridique, un jugement public, une rupture finale et douloureuse des liens. Mais pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais libre. La guerre était loin d'être terminée, mais nous avions choisi notre champ de bataille. Et nous ne nous battions plus seuls. La nouvelle que nous avions déposé une plainte à la police
a frappé la famille comme une bombe nucléaire. L'onde de choc initiale a été suivie d'un torrent d'appels téléphoniques frénétiques et hystériques. Pas de la part de Len ou de Chloé, qui étaient devenues complètement silencieuses, mais de la part de la famille élargie, les tantes, oncles et cousins qui avaient été délégués comme des singes volants dans ce drame tordu. Ma tante par alliance Brenda fut la première à appeler, sa voix stridente d'incrédulité et d'indignation. « Sophia, Liam, qu'avez-vous fait? Votre mère est complètement anéantie. Vous avez appelé la police? Sur votre propre famille? C'est une honte. » Liam prit l'appel, sa voix un monotone bas et dangereux. « Brenda, dit-il. Ma mère et ma sœur nous ont volé plus de 50 000 $. Elles ont commis plusieurs crimes. La honte est la leur, pas la nôtre. N'appelle plus ici. » Il raccrocha le téléphone, sa main tremblant légèrement. Les appels continuèrent à affluer, un barrage incessant de culpabilité et de récrimination. « Vous déchirez cette famille, » cria un oncle. « Chloé a fait une erreur. Ne pouvez-vous pas trouver dans votre cœur de pardonner ?» plaida une autre tante. Il ne voyait pas les années de manipulation, la cruauté calculée, le vol systématique. Il ne voyait qu'une perturbation de la façade de normalité soigneusement entretenue par la famille. Il nous voyait comme les agresseurs, ceux qui avaient brisé la règle tacite du silence, ceux qui avaient lavé le linge sale de la famille en public. Nous étions le problème, pas les personnes qui avaient commis les crimes. C'était un cours magistral de blâme de la victime, et c'était un témoignage de la puissante emprise qu'Hélène avait sur sa famille élargie. Elle avait passé des années à cultiver une image d'elle-même en tant que matriarche aimante et souffrante, et il n'était pas prêt à abandonner cette image, même face à des preuves accablantes du contraire. Nous avons cessé de répondre au téléphone. Nous laissions les appels aller sur la messagerie vocale, un chœur de voix en colère, suppliante et déçue, que nous supprimions sans les écouter. Nous étions une île, nous deux, et nous avions relevé le pont-levis. Le monde extérieur, avec ses loyautés mal avisées et son aveuglement volontaire, pouvait rager autant qu'il le voulait. Nous étions en sécurité à l'intérieur. Le processus juridique a commencé à avancer, lentement et impersonnellement. Nous avons dû faire des dépositions formelles aux détectives. Nous avons dû signer des autorisations pour nos dossiers financiers. Nous avons dû compiler une montagne de preuves, une trace écrite de trahison qui s'étendait sur des années. C'était un processus douloureux et épuisant, mais à chaque étape, nous ressentions un sentiment croissant de pouvoir. Nous n'étions plus des victimes. Nous étions des participants à notre propre sauvetage. Nous reprenions nos vies en main, un document notarié à la fois. Nous avons également dû dire à Lily ce qui se passait, d'une manière qu'une enfant de 7 ans pouvait comprendre. Nous l'avons assise un soir, le cœur lourd. « Mon cœur, » commença Liam, « tu sais comment parfois les gens font de très mauvais choix ? Eh bien, Tati Chloé et Mamie Hélène ont fait de très mauvais choix. Elles ont pris quelque chose qui ne leur appartenait pas, et ça s'appelle voler. Et parce qu'elles ont fait ça, nous ne les verrons pas pendant un certain temps. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes. « Mais j'aime Mamie, » murmura-t-elle. Mon cœur se brisa pour elle. C'était le véritable coup de leurs actions, la victime innocente prise entre deux feux. « Je sais que tu l'aimes, ma chérie, » dis-je en la serrant fort, « et elle t'aime. Mais parfois, même les gens que nous aimons font des choses qui sont mal. Et quand ils le font, il y a des conséquences. » C'était une dure leçon à apprendre pour un enfant, mais c'était la vérité. Et nous en avions fini avec les mensonges. L'enquête a traîné pendant des mois. La police a interrogé Chloé et Hélène qui, selon notre avocate, ont tout nié. Elles ont prétendu que l'argent était un cadeau, un prêt qu'elles avaient l'intention de rembourser, un malentendu. Elles ont dépeint Liam comme un fils mécontent, et moi comme une belle-fille manipulatrice et vengeresse qui l'avait monté contre sa propre famille. Elles essayaient de créer une situation de parole contre parole, de brouiller les pistes, d'en faire une affaire de drame familial plutôt que d'activité criminelle. Mais les preuves étaient indéniables. La trace écrite était une feuille de route claire et sans ambiguïté de leur crime. Les virements non autorisés, les frais de carte de crédit, les signatures falsifiées sur les documents de prêt, tout était là, noir sur blanc. Le bureau du procureur a accepté de porter plainte. L'affaire irait au tribunal. La nouvelle a provoqué une autre onde de choc dans la famille. Les chuchotements et les accusations se sont transformés en un rugissement. Nous avons été ostracisés, coupés entièrement de la famille. Nous n'étions pas invités aux fêtes de fin d'année. Nous n'avons reçu aucune carte d'anniversaire, aucun cadeau de Noël. C'était comme si nous avions cessé d'exister. D'une certaine manière, c'était un soulagement. Le silence était un baume après des années de bruit toxique. Mais c'était aussi une perte profonde.
Liam, en particulier, a ressenti la douleur du schisme. Il pleurait la perte de sa famille, non pas la famille qu'ils étaient, mais la famille qu'il avait toujours cru qu'ils étaient. Il faisait le deuil d'une vie de mensonges. Nous nous sommes appuyés l'un sur l'autre, notre petite famille de 3 devenant notre monde entier. Nous avons trouvé une nouvelle communauté, une famille choisie d'amis qui nous avait soutenus dans les pires moments, qui n'avaient jamais douté de nous, qui étaient venus avec des lasagnes et des bouteilles de vin et des offres de babysitting. C'était notre vraie famille, ceux qui avaient gagné notre confiance et notre amour. La date du procès a été fixée. Nous savions que nous devrions leur faire face, nous asseoir dans la même pièce, témoigner contre eux. La perspective était intimidante, mais nous savions aussi que c'était l'étape finale, la dernière bataille d'une guerre longue et brutale. Nous devions aller jusqu'au bout. Nous devions obtenir justice, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour Lily. Nous devions lui montrer que la vérité compte, que le bien et le mal ne sont pas relatifs, et que personne, pas même la famille, n'est au-dessus de la loi. Nous nous sommes préparés pour le procès, notre avocate nous coachant, nous guidant à travers le processus. Nous étions prêts, nous étions nerveux, nous avions peur, mais nous étions prêts. Nous avions perdu notre famille, mais nous avions trouvé notre force, et nous n'allions pas reculer. Le jour du procès était gris et couvert, un reflet parfait de notre humeur. La salle d'audience était un espace froid et impersonnel, tout en bois poli et en drapeau sombre. Elle semblait à des années-lumière du jardin ensoleillé où notre cauchemar avait commencé. Voir Hélène et Chloé en personne pour la première fois en près d'un an fut un choc. Elles étaient assises à la table des accusés avec leur avocat, un homme élégant et coûteux dans un costume sur mesure. Elles semblaient plus petites, diminuées, dépouillées du pouvoir et de l'autorité qu'elles avaient toujours exercé dans leur propre maison. Hélène était vêtue d'un tailleur bleu marine conservateur, le visage pâle, étiré. Elle ressemblait à un oiseau effrayé, bien loin de la matriarche impérieuse que j'avais connue. Chloé portait une simple robe noire, son style flamboyant et artistique ayant disparu. Elle fixait droit devant elle, son visage un masque de ressentiment maussade. Elle refusait de nous regarder. Le procès fut un enchaînement de jargon juridique, d'objections et d'apartés, du processus lent et fastidieux de la justice. Mais quand ce fut mon tour de témoigner, tout devint très net. Je me suis dirigée vers la barre des témoins, le cœur battant, les mains froides. Je me suis assise, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé le jury, une mère de visage ordinaire et impassible, et je leur ai raconté mon histoire. J'ai commencé par les piques subtiles, les compliments déguisés, le sentiment constant d'être une étrangère. Je leur ai parlé de la fête, du gâteau, du mot. Je leur ai parlé de la découverte nocturne du vol, des années de tromperie financière. J'ai parlé calmement, clairement, ma voix ferme. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste énoncé les faits. L'avocat de la défense a essayé de me déstabiliser. Il a essayé de me dépeindre comme une femme amère et jalouse qui était en colère contre la relation étroite de son mari avec sa famille. Il a essayé de suggérer que l'argent était un cadeau, que j'étais au courant depuis le début, que tout cela était un complot vengeur pour me venger de mes beaux-parents pour un affront perçu. Mais ces accusations se sont heurtées au mur solide de ma vérité. J'avais les relevés bancaires, j'avais les factures de cartes de crédit, j'avais les documents falsifiés, j'avais les faits, et les faits étaient indéniables. Le témoignage de Liam fut encore plus puissant. Il parla de son amour pour sa mère et sa sœur, sa voix empreinte d'un chagrin sincère et déchirant. Il parla de son choc et de sa trahison face à leur tromperie. Il parla de la douleur de perdre sa famille. Il n'était pas un fils en colère et vengeur. C'était un homme qui avait été profondément blessé par les personnes en qui il avait le plus confiance. Et son témoignage calme et digne fut dévastateur. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Le verdict était coupable, sur tous les chefs d'accusation. Les suites du verdict ne furent pas le moment triomphal et festif que j'avais imaginé. Il n'y avait aucune joie à voir la mère et la sœur de mon mari être conduites hors d'une salle d'audience en disgrâce. Il n'y avait qu'une tristesse profonde et douloureuse. Nous avions gagné, mais cela ressemblait à une victoire creuse. La sentence a été prononcée quelques semaines plus tard. Compte tenu de leur absence de casier judiciaire, elles ont été épargnées de la prison. Mais la punition était tout de même sévère. Elles ont été condamnées à 5 ans de probation, sommées de payer l'intégralité de la restitution de l'argent volé et contraintes d'effectuer des centaines d'heures de travaux d'intérêt général. Leur vie, telle qu'elles les connaissaient, était terminée. La maison dans laquelle elles avaient vécu pendant 40 ans a dû être vendue pour payer la restitution et leurs frais de justice. Leur statut social dans leur petite ville a été anéanti. Elles n'étaient plus la famille respectée et influente qu'elles avaient toujours prétendu être.
Elles étaient des criminels condamnés, disgraciés et rejetés. Nous ne les avons plus jamais revues. Nous avons entendu dire par des rumeurs qu'elles avaient déménagé dans un autre État, espérant échapper à la honte et repartir à zéro. Mais nous savions qu'elles emporteraient leur dysfonctionnement avec elles. Les gens comme elles ne changent pas. Ils trouvent juste de nouvelles victimes. Nos vies, en revanche, ont commencé à guérir. Les paiements de restitution ont commencé à arriver, de petits rappels réguliers de notre victoire durement acquise. Nous avons lentement reconstruit nos économies, notre avenir, nos vies, mais la vraie guérison n'était pas financière. Elle était émotionnelle. Le silence de mes beaux-parents était un cadeau. L'absence de leur présence toxique était un baume pour mon âme. Je n'avais pas réalisé à quel point mon énergie, mon espace mental, avait été consumé par eux jusqu'à ce qu'ils soient partis. C'était comme vivre avec une fièvre constante et de bas grade que vous ne remarquez même pas jusqu'à ce qu'elle disparaisse et que vous vous souveniez soudain de ce que c'est que d'être en bonne santé. Nous nous sommes concentrés sur notre petite famille de 3. Nous avons pris les vacances dont nous avions toujours rêvé. Nous avons rénové notre maison. Nous avons rempli nos vies de rire, d'amis, de paix. Nous avons créé un foyer qui était un véritable sanctuaire, un lieu d'amour, de confiance et de soutien indéfectible. Lily a prospéré. C'était une enfant heureuse, confiante et résiliente. La fête d'anniversaire, le mot, le procès, tout cela n'était plus qu'un souvenir lointain et flou pour elle. Nous l'avions protégée du pire des retombées, et elle était sortie indemne de la tempête. Elle était notre plus grande victoire, notre prix le plus précieux. Les années passèrent. Les arêtes vives de la trahison commencèrent à s'adoucir. La colère s'estompa, remplacée par une pitié calme et lointaine. Je ne pensais plus à Hélène et Chloé avec rage, mais avec une sorte de détachement triste. C'étaient 2 personnes profondément malheureuses et brisées qui avaient essayé de combler le vide en elles en prenant aux autres. C'était une façon de vivre pathétique et destructrice, et j'étais reconnaissante chaque jour d'avoir échappé à leur orbite. Un jour, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était d'Hélène. Mon premier réflexe a été de la jeter, de ne pas laisser son poison revenir dans ma vie, mais la curiosité l'a emportée. Je l'ai ouverte, les mains tremblant légèrement. La lettre n'était pas des excuses. Ce n'était pas un aveu de culpabilité, c'était une longue diatribe décousue d'apitoiements sur soi et de reproches. Elle écrivait sur son chagrin, sa honte, sa vie ruinée. Elle m'accusait d'être froide, impitoyable et cruelle. Elle disait qu'elle priait pour moi tous les jours, qu'elle espérait qu'un jour je trouverais dans mon cœur de lui pardonner. C'était la lettre d'une narcissique classique, incapable de voir au-delà de son propre orgueil blessé, incapable d'assumer la responsabilité de ses propres actions. Elle était toujours la victime dans sa propre histoire. Et j'étais toujours la méchante. J'ai lu la lettre et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de culpabilité. Juste un profond et final sentiment de clôture. Elle ne changerait jamais, elle ne comprendrait jamais. Et j'étais enfin, vraiment, en paix avec ça. J'ai déchiré la lettre en petits morceaux et les jeté à la poubelle. C'était le dernier de leurs déchets que j'aurais jamais à gérer. Ma vie était maintenant la mienne, propre, épurée et libre. Ma vie avec Liam et Lily s'est épanouie dans l'espace calme laissé par l'absence de mes beaux-parents. Nous sommes devenus farouchement protecteurs de notre paix, notre petite île de santé mentale dans un monde chaotique. Nous avons réappris à faire confiance, non seulement l'un à l'autre, mais à nous-mêmes. Nous avions navigué dans la tempête et en étions sortis plus forts, plus unis, plus amoureux que jamais. Nous avions affronté le pire et nous avions survécu. Nous avons enseigné à Lily l'importance des limites, de l'honnêteté, de la gentillesse. Nous lui avons aussi enseigné que parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour soi-même est de s'éloigner des gens qui vous font du mal, même s'ils font partie de la famille. C'est une leçon difficile, mais vitale. Nous lui avons donné une enfance remplie d'amour, de sécurité et d'un soutien indéfectible, le genre d'enfance qui construit un adulte fort et résilient. Nous lui avons donné la seule chose pour laquelle mon mari et moi avons dû nous battre si durement, un endroit sûr à appeler chez soi. Parfois, je pense aux mots dans le gâteau. Ces 6 petits mots, conçus pour me détruire, m'avaient, d'une manière étrange, sauvée. Ils ont été le catalyseur, l'étincelle qui a allumé le feu. Et la vérité, comme on dit, m'avait libérée. Alors, je maintiens notre décision. Nous avons fait ce que nous devions faire, non seulement pour protéger nos finances, mais pour protéger notre famille, notre santé mentale, notre avenir. Nous avons tracé une ligne dans le sable, et nous l'avons défendue avec tout ce que nous avions. Ce fut une guerre brutale, douloureuse et laide, mais c'était une guerre que nous devions gagner.
Parce que l'alternative était de continuer à vivre un mensonge, de nous laisser lentement vider, émotionnellement et financièrement, par des gens qui voyaient notre amour comme une faiblesse à exploiter. L'alternative était d'enseigner à notre fille qu'il est acceptable d'être un paillasson, qu'il vaut mieux maintenir une fausse paix que de défendre la vérité. Et c'était un prix que nous n'étions pas prêts à payer. Nous avons choisi le chemin difficile, le chemin de la confrontation, de la vérité, de la justice. Et il nous a menés à un lieu de paix et de bonheur que nous n'aurions jamais pu imaginer. Mais je me demande toujours ce que vous en pensez. Quand la trahison vient de votre propre famille, quand les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont celles qui vous détruisent secrètement, quelle est la bonne chose à faire? Sommes-nous allés trop loin, en portant une affaire familiale privée devant un tribunal public? Ou était-ce le seul moyen d'arrêter le cycle de l'abus et d'obtenir enfin la justice que nous méritions? Dites-le moi.